Orange, partenaire de la transformation numérique des commerces, entreprises et collectivités, présente Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du numérique pour tous. J'espère que vous allez bien et que vous passez un bon week-end dans ces deux tours d'élection présidentielle. Et bien justement, aujourd'hui, un numérique pour tous spécial élection où l'on va se demander qui des signaux faibles du big data ou des méthodes mathématiques des sondages faut-il croire aujourd'hui, mais aussi si les stratégies numériques des candidats ont joué un rôle d'influence à la hauteur des sommes dépensées. Et enfin, faut-il assigner l'abstention au programme des candidats ou à des enjeux d'usage plus structurels? Pour en parler, j'aurai le plaisir de recevoir un spécialiste de l'économie numérique, conseil en communication de personnalités sur leur réputation. Nous aurons également le plaisir de recevoir le directeur des études de l'Institut de sondage IFOP. Et comme l'abstention fait partie du score de ce premier tour, nous vous ferons découvrir l'actualité du vote numérique pour voir s'il constitue une véritable réponse dans le cadre des futures élections. Le numérique pour tous, spécial présidentiel 2022, c'est tout de suite et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Alors aujourd'hui, dans le numérique pour tous, on va essayer de comprendre qui du big data ou des sondages avait anticipé le résultat de ce premier tour, mais aussi dans quelle mesure le big data constitue un canal d'influence significatif dans la promotion des candidats. Et pour commencer, j'ai le plaisir d'accueillir Denis Malingro. Denis, bonjour. Denis, vous êtes spécialiste de l'économie numérique, vous accompagnez les cadres et les personnalités dans la gestion de leur présence et de leur réputation en ligne. Donc on est en ce moment même au beau milieu de la campagne, avec un premier tour qui s'est soldé par la victoire des candidats Emmanuel Macron avec un score de 27,8, je le rappelle, et de Marine Le Pen avec un score de 23,2. Denis, avant de commencer, vous pourriez nous rappeler brièvement ce qu'est le big data et qui va justifier justement cet entretien? Bonjour Vanessa. Oui, très simplement, big data, anglicisme, grandes données, méga données. Grosso modo, c'est une quantité importante de données numériques collectées pour la recherche scientifique. Nos likes, nos commentaires, nos partages, par exemple. Donc tout ce qu'on laisse sur les réseaux sociaux notamment et bien d'autres choses qui sont publiées sur les réseaux sociaux. Et sur le web également, voilà. Alors, le résultat de ce scrutin, le résultat du week-end passé, est-ce qu'il était prévisible au regard justement de ces mégadonnées ? Je dirais oui et non. C'est-à-dire que depuis de nombreuses années, on voit dans le cadre de plusieurs élections, en particulier aux États-Unis, au Canada, une certaine corrélation entre le niveau de recherche, au plus on cherche un candidat, et le résultat, l'issue électorale. On observe en effet que dans une certaine mesure, mais tout ça reste partiel, au plus un candidat est cherché, au plus il est élu d'une certaine manière. Alors, très concrètement, pour le cas qui nous concerne avec l'élection présidentielle, oui et non. Oui, parce que Emmanuel Macron a été le candidat le plus cherché et in fine fini premier. Et non, parce que nous avons un ovni de type Éric Zemmour qui a été très cherché, qui a apporté beaucoup de conversations et qui, in fine, a terminé, comme nous le savons, à 7%. Quelque part, vous voulez dire que le bruit sur les réseaux sociaux peut être généré par une forme de propagande numérique qui n'est pas nécessairement le reflet des convictions intimes des citoyens ? Tout à fait. Et ça, je pense que c'est très important de garder à l'esprit que Internet peut parfois donner l'impression qu'il y a une forte adhésion aux idées que nous portons, mais en réalité, il y a souvent un effet de ce qu'on va appeler la bulle. Cas concret, Twitter, c'est quelques 17 millions d'utilisateurs par mois en France. Mais plus précisément, c'est à peu près 4 millions d'utilisateurs quotidiens, soit 6% de la population française. Donc en réalité, quand on pense qu'un candidat comme Éric Zemmour ou Jean-Luc Mélenchon, qui ont été très actifs sur Twitter, génèrent beaucoup d'engagement et donc devrait amener une issue électorale importante, dans un cas, Éric Zemmour, ça ne s'est pas vérifié, et dans l'autre, Jean-Luc Mélenchon, on observe in fine qu'à peu près 50% des voix accordées à M. Mélenchon le sont dans le cadre d'un vote utile. Donc il n'y a pas d'évidence et il y a un phénomène de bulle auquel chacun doit prêter la plus grande attention. Alors justement, vous évoquiez ce bruit et on sait que certains candidats ont de véritables stratégies digitales qui sont parfois menées par des prestataires externes. Vous pourriez nous partager quelques exemples pour nous dire comment cela se traduit, comment les équipes de campagne numériques travaillent et œuvrent au quotidien justement aux côtés des candidats? Oui, alors de fait, le numérique est central à la propagande d'un candidat. Prenons Éric Zemmour. Éric Zemmour est entouré de quelques 1500 personnes. Alors, pas tout à temps plein, beaucoup de bénévoles. Mais donc, il y a vraiment une démarche très forte sur la dimension numérique. Alors, en pratique,
Reprenons l'exemple de Twitter qui a été central au niveau des réseaux sociaux. On va avoir typiquement une démarche qui va consister, par exemple, à produire une série de visuels autour d'un message que l'on veut communiquer, de l'envoyer via des comptes de type les amis de XYZ. Ça peut être une dizaine, une vingtaine de comptes. Et puis ensuite, on passe à un niveau supérieur avec toute une série de comptes qui vont relayer de manière massive pour faire monter en conversation sur le réseau social le sujet concerné. Les partisans, les détracteurs se saisissent du sujet, contribuent dans un troisième temps à faire monter davantage encore la conversation. Et voilà comment, au départ de quelques comptes, on peut créer une tendance sur le réseau social Twitter. Voilà. Un cas parmi d'autres. Il existe évidemment de nombreuses stratégies, entre autres en vidéo, pour promouvoir un candidat dans le cadre d'une élection. Mais alors justement, avec cette mécanique, on va dire un peu industrialisée, est-ce qu'on est rentré dans une époque où la présence en ligne d'un candidat à une élection a une véritable capacité d'influence sur le scrutin? Ou alors il y a le dernier instant dans l'isoloir où en fait tout ça a été beaucoup de bruit et quelque part il y a une véritable conscience de l'acte? Je dirais qu'il n'y a pas de réponse définitive. C'est-à-dire que nous avons d'une certaine manière deux propagandes qui sont en concurrence l'une avec l'autre. La propagande traditionnelle du média de masse et la propagande issue du début des années 2000 avec les outils numériques et en particulier les réseaux sociaux. Donc je dirais que la différence se fait peut-être dans la dimension de l'immédiateté. Les réseaux sociaux sont très immédiats. Et donc, de facto, assez volatile. C'est probablement, soyons prudents, l'un des facteurs à considérer quand on veut déterminer le niveau d'influence que peut avoir le numérique sur l'issue d'un scrutin. L'exemple que nous avons eu ici, que ce soit pour Emmanuel Macron et Éric Zemmour, les deux candidats que j'ai cités, vont en tout cas corroborent ce postulat. Alors justement, les anciens médias, ou je ne sais pas si on peut les appeler les anciens, ce qui a les meetings politiques, les grands routes présentiels, on va dire, est-ce qu'ils génèrent plus d'engagement que les réseaux sociaux en termes d'émotion, ou alors il y a une véritable concurrence des réseaux numériques et de cet acte présentiel? C'est une question très intéressante, parce que si vous prenez les deux candidats qui ont vraiment polarisé beaucoup en termes de meeting et qui ont rassemblé beaucoup de monde, Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, on observe qu'in fine, ça ne fait pas spécialement l'élection. C'est-à-dire que prenons Éric Zemmour qui a fait cette démonstration de force au Trocadéro fin mars. Certes, c'était impressionnant, mais in fine, on a peut-être eu une sorte de phénomène chapiteau où les différents partisans très engagés ont suivi leur candidat à travers la France et donné peut-être cet effet biaisé, cette fameuse bulle. On pense qu'on est beaucoup pour finalement correspondre. Alors, 7% concernant Éric Zemmour, mais en réalité, si on prend les votes conviction, vote utile, 4%. Donc c'est un vrai sujet à considérer également dans ce cadre-là. Et j'en viens finalement aux émotions, parce qu'on exprime consciemment ou inconsciemment beaucoup d'émotions sur les réseaux sociaux, à travers les mots qu'on utilise, à travers les smileys qu'on utilise. Est-ce que pour vous, ce sont des révélateurs des signaux faibles auxquels il faut être vigilant, ou là aussi on est dans l'instantanéité et ça n'a pas une grande valeur? Ce sont des signaux importants. Si on regarde la littérature scientifique sur cette question de est-ce que le big data peut influencer, on observe qu'il faut une sorte d'agrégation entre le quantitatif, les recherches, les likes, les commentaires, bref, tout ce qui se fait quantitativement, et ce que vous évoquez, ce qui se fait qualitativement, ce qu'on va appeler des valeurs positives, négatives, des émotions, et ce sont les facteurs quantitatifs et qualitatifs ensemble qui peuvent donner une indication d'un point de vue de l'influence et, in fine, indiquer un potentiel électoral. Bon, merci Denis de nous avoir permis de mieux comprendre la part du big data dans le pilotage d'une campagne. Je me garderai bien de vous demander vos pronostics pour le prochain scrutin, mais peut-être que je vous poserai la question tout à l'heure. Allez, restez avec nous dans un instant. Vous allez justement découvrir pourquoi les instituts de sondage ont encore de beaux jours devant eux. On parlera également du score de l'abstention et de l'actualité du vote électronique qui serait peut-être une solution pour remédier à l'abstention. Restez avec nous, on vous en dit plus dans quelques instants. Le numérique pour tous, c'est sur Sud Radio et c'est tout de suite.
Orange, partenaire de la transformation numérique des commerces, entreprises et collectivités, présente Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Le numérique pour tous, c'est votre nouveau rendez-vous pour découvrir comment le numérique transforme notre quotidien. Et aujourd'hui, un numérique pour tous spécial élection présidentielle 2022. Et tout de suite, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Philippe Dubrulle, responsable des études au sein de l'Institut de sondage IFOP. Jean-Philippe, bonjour, merci d'être parmi nous aujourd'hui. Et pour commencer, et par souci d'équité avec notre premier intervenant, j'ai aussi envie de vous demander quelle est la définition d'un sondage. Alors un sondage, c'est très simple, c'est une question, finalement, une ou plusieurs questions, que l'on pose à un échantillon de personnes. Ce qui va faire la spécificité du sondage, c'est que les réponses de cet échantillon qui a été interrogé sont censées être représentatives de la population qu'on cible. Exemple très concret, tous les jours, vous voyez des sondages réalisés auprès d'un échantillon de 1000 personnes, dits représentatifs de la population de 18 ans et plus en France. Eh bien, cela signifie que les réponses apportées par cet échantillon de 1000 personnes, grâce aux méthodes des sciences sociales, sont représentatives, à quelques marges d'erreur près, de l'opinion de l'ensemble des Français majeurs. Alors, Denis Malingro nous parlait de Big Data dans cette première partie d'émission. Vous allez nous parler de sondage. L'actualité montre que les méthodes traditionnelles donc de sondage ont encore de l'avenir. Comment vous regardez le Big Data de loin? Il vous fait frémir? Est-ce qu'il y a une complémentarité? Quel est le regard effectivement que vous portez? Alors, le Big Data est vraiment... suscite vraiment un grand intérêt du côté des sondeurs parce que oui, c'est nouveau, depuis un moment c'est nouveau, mais cela apporte, tout apport de données massif est intéressant dans la perspective de recréer le tableau le plus fidèle à la réalité, parce que c'est ça le but et des sondages et de l'analyse des mégadonnées, c'est de rendre compte de la réalité. Et peut-être que la spécificité, je rebondis sur l'intervention qu'il y a eu juste avant, qui était très très pertinente à mon sens, la spécificité du sondage finalement, ça va être la philosophie, c'est remettre les choses à leur poids. Le sondage quantifie, il mesure, il finalement cherche à savoir au sein de la population quel est le poids des opinions, des rapports de force. Alors le sondage, j'ai envie de vous demander, comparé au Big Data, il perçoit ces signaux faibles ou alors il va les puiser dans le Big Data pour les réinjecter et les valider à partir de méthodes plus mathématiques? Alors le sondage peut capter des signaux faibles, mais finalement le sondage, tout dépend de la question que vous posez. Et si vous ne posez pas de questions à même de capter ces signaux faibles, vous ne les captez pas, c'est normal. Le Big Data, par son caractère d'agrégation de données, va, même sans chercher des choses, les trouver. C'est même l'intérêt de cela. Le sondage, j'ai envie de dire, est plus simple, beaucoup plus simple dans sa philosophie, puisqu'il cherche à répondre aux questions qu'on se pose a priori. Ça, c'est pour ce qu'on appelle les questions fermées. Après, il y a moyen de capter des signaux faibles et de l'émotion, on en parlait tout à l'heure à propos du Big Data, ça au travers de questions ouvertes où on dit aux gens, voilà, on ouvre les vannes et on les laisse libres de s'exprimer avec leurs mots. Ça c'est une possibilité, mais dans la majeure partie des sondages, ce que vous voyez le plus, finalement ceux qui produisent des chiffres, on est dans quelque chose d'assez froid qui est la réponse à une question préétablie. Ok, alors Jean-Philippe, l'analyse du Big Data montre qu'il y a quand même beaucoup de biais sur les réseaux sociaux. On a une population qui est plus jeune, qui est plus urbaine, qui est plus connectée. En ce sens, votre méthode de sondage reste quand même beaucoup plus objective et beaucoup plus fiable. C'est son but. Tout à fait, c'est son but, comme je vous le disais, de remettre les choses à leur poids finalement. On va moins s'intéresser à... prenons des exemples très clairs. Si on parle de l'élection, et on évoquait tout à l'heure les communautés de supporters de Jean-Luc Mélenchon ou d'Éric Zemmour sur les réseaux sociaux, qui ont été en tout cas les plus virulents, les plus actifs, les plus fervents. Ça, c'est très bien, c'est mesuré. Après, s'ils sont fervents, mais qu'ils représentent une minorité de la population, ça ne fait pas gagner des élections. Et donc c'est là qu'intervient le sondage, pour dire qu'on ne cherche pas à qualifier ces populations, ces électeurs, savoir s'ils sont plus ou moins fervents que les autres, même si ça peut être un centre d'intérêt, mais par contre on dit, eh bien ils sont 7%, ils sont 18 à 20%, ce qui ne suffirait pas à dépasser les deux candidats arrivés en tête du premier tour de l'élection présidentielle. C'est ça l'intérêt du sondage, c'est mesurer tout simplement, donner à son poids réel l'opinion. Vous pourriez nous partager par exemple des signaux faibles que vous aviez observés, on va dire, pendant cette première partie de campagne et que vous avez fait valider justement par les sondages ?
Alors, ce qu'on a pu observer comme signaux faibles, c'est des données parce que dans le cas des sondages, on capte un grand nombre de données parce qu'on pose beaucoup de questions, on en publie certaines, et puis il y en a d'autres qu'on garde pour nous pour savoir comment fonctionnent les choses. Ce qu'on a pu capter assez tôt, par exemple avec les scores très bas des candidats de gauche, hormis Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'il y avait au-delà des rapports de force, c'est qu'il y avait une volatilité importante entre ces différents électorats, entre ces différents candidats. Ce qu'on capte, c'est que, par exemple, les électeurs Jadot, finalement, étaient assez partagés, assez hésitants déjà, et ceux qui hésitaient à voter pour Yannick Jadot, qui n'étaient pas sûrs vraiment de leur choix, eh bien, ils partaient à peu près à parts égales, d'un côté chez Emmanuel Macron, de l'autre chez Jean-Luc Mélenchon. Donc ça nous montre quoi? Que finalement l'électorat des Verts, et c'est pas nouveau, est assez volatile, est assez composite finalement. Il y a des électorats très différents qui se rassemblent là-dedans et qui, au dernier moment, peuvent menacer de retourner au bercail ou d'aller ailleurs. Et c'est, semble-t-il, ce qui s'est passé vu le faible score de Yannick Jadot à cette élection. On a le sentiment qu'un sondage peut orienter, infléchir quelque part la décision finale. On se dit, bon, puisque c'est déjà gagné, voilà, à quoi bon, je vais me ranger à la majorité. Quelle approche vous avez par rapport à ça? Est-ce que il y a un contre-pouvoir qu'il faudrait mettre en place, ou alors, effectivement, c'est un phénomène contre lequel on ne peut pas lutter? Alors, c'est une interprétation possible. J'ai envie de vous dire que il faut peut-être la contre-mesure à adopter, c'est peut-être de rappeler ce qu'est un sondage finalement. Et qu'un sondage n'est qu'une mesure. C'est le terme que j'utilise depuis qu'on se parle. C'est un coup de sonde, hein, littéralement. Donc, ce n'est absolument pas une prédiction, ni un pronostic. Et que quand un sondage annonce finalement un résultat, ce résultat ne vaut que pour la date à laquelle a été réalisé le sondage, et ce sondage ne fait pas office de prophétie, c'est-à-dire que si par exemple un sondage donne les électeurs de Jean-Luc Mélenchon ont très bien prouvé à cette élection. Jean-Luc Mélenchon, dans les sondages, était mesuré jusqu'à la semaine dernière à 17, 18 maximum. Il semble que les électeurs de Jean-Luc Mélenchon, voyant ce diagnostic, parce que c'est ce que c'est, n'ont pas été satisfaits et ont voulu changer la réalité telle qu'elle avait été mesurée à ce moment-là. Et force est de constater qu'ils l'ont fait. Donc voilà, le sondage n'engage pas l'avenir, il est une mesure, un point de repère, et il n'appartient qu'aux citoyens de le faire mentir. Au jour d'aujourd'hui, vous pourriez nous exprimer justement cette tendance, ou alors il est un petit peu trop tôt? Ou les jeux sont faits? Les jeux ne sont pas faits. Ce qu'on peut vous dire, c'est que les jeux ne sont pas faits. Nous ne sommes pas du tout, puisqu'on parle du second tour, nous ne sommes pas du tout dans le contexte de 2017 où le rapport de force Macron-Le Pen était de 60-40 au début de l'entre-deux tours, et où la campagne d'entre-deux tours et le débat catastrophique de Marine Le Pen n'ont fait qu'accentuer cette tendance pour que ça finisse à 65% contre 35% pour Marine Le Pen. Ça, c'était 2017. Aujourd'hui, on assiste, déjà avant le premier tour, dans les hypothèses de second tour, Macron versus Le Pen, on avait des résultats plus serrés que jamais. On est arrivé jusqu'à 52 pour Macron contre 48 pour Le Pen. Et dès l'annonce des résultats du premier tour, l'IFOP, on a réalisé un sondage dès le soir du vote, après que les gens aient pris connaissance des résultats du premier tour. Et ce qu'on voyait, c'est qu'on avait 51-49. On a quelque chose d'extrêmement serré. Alors ça commence à se desserrer, parce que l'effet de sidération passe. Mais voilà, un sondeur qui vous dit les jeux sont faits est un mauvais sondeur. J'ai envie de vous le dire, puisque tout peut changer, tout événement peut survenir dans la campagne, et en tout cas, en ce début d'entre-deux tours, c'est plus serré que ça ne l'a jamais été entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Merci beaucoup Jean-Philippe pour cet éclairage. Et maintenant on va parler de l'abstention, parce que ça a été aussi, et malheureusement peut-être, un grand vainqueur de cette élection avec 26%. Et pour l'en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Christophe Camborde. Christophe, bonjour, vous êtes président et cofondateur de Civic Power, une association qui lutte contre l'abstention et qui encourage le vote électronique. Donc expliquez-nous concrètement quelle est l'activité de Civic Power. Bonjour Vanessa. Civic Power, c'est une association qui réunit des outils, une communauté et des moyens pour mettre en place les bons outils, puisque nous on est convaincus qu'il manque des outils pour que des abstentionnistes s'expriment. Et oui, je regardais les chiffres ce matin, le vainqueur en réalité c'est l'abstention. Puisque 12 millions, on va compter en nombre de votes, parce qu'on parle tous en pourcents et on oublie des fois qu'il y a des gens derrière tout ça. Donc 12,8 millions, c'est le nombre de Français qui ne se sont pas exprimés. Et si on regarde la progression, non pas en pourcents mais en nombre, c'est 1,5 million de personnes en moins par rapport à 2017.
Alors concrètement, en France métropolitaine, en Corse, en Hauts-de-France et en PACA et en Grand Est, c'est là qu'il y a eu le plus grand boudage, si on peut l'appeler comme ça, des scrutins. La Bretagne, encore une fois, le plus voté. Ça, c'est les disparités géographiques. Est-ce que vous pourriez nous donner une analyse de qui vote le plus, qui vote le moins, au-delà des programmes politiques ? Alors, nous, effectivement, on ne fait pas de politique. Chez Civic Power, on est orienté outils. Je n'allais pas vous orienter là-dessus. J'ai regardé 2017-2022, et donc ministère de l'Intérieur et IFOP. Donc les jeunes 18-24, on est passé de 29% qui ne votaient pas à 42%. Effectivement. Et les 25-34, on est passé de 28 à 46%. C'est quasiment 1 sur 2, en fait, qui ne votent pas. Donc on a une progression forte quand même sur ces deux populations d'abstentionnistes. Mais alors la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que le vote électronique permettrait de compenser ou alors la tendance est beaucoup plus... Je pense qu'il y a 3 raisons pour lesquelles les gens ne votent pas. L'offre politique, évidemment. Bon, là-dessus, vous ne pouvez pas avoir d'action. Le personnel et l'offre, là-dessus, on n'a pas de sujet. Après, il y a la colère. Il y a des gens qui sont contre le système. Et ceux-là, il y a peut-être un moyen de les faire s'exprimer, puisqu'ils s'expriment digital, avec les réseaux sociaux dont on a parlé précédemment, Twitter, YouTube, etc. Donc les gens qui sont dans la colère, ils sont quand même dans l'expression numérique, mais c'est pas du vote. Et enfin, on pense, nous, qu'il y a un problème générationnel. Donc là, mes 18-24 et 25-30, je pense qu'une partie d'entre eux ne se déplacera pas. Ils font tout à distance. Leur banque est à distance, leur rencontre est à distance, ils mangent à distance, ils font leurs courses à distance. Pourquoi ils ne pourraient pas faire du vote à distance ? Je viens de passer une semaine en Estonie, c'est un pays d'1 300 000 personnes. 45% ont voté à distance aux dernières élections. Ça fait 15 ans qu'ils font un petit peu plus. Ils ont démarré en 2005, mais depuis une dizaine d'années, c'est vraiment monté en puissance. Le pays vote à distance. Pourquoi ? Parce que le climat est rude, il fait nuit, il y a la neige, et ils ont 300 km de frontière avec la Russie. Donc c'est des gens qui se sont organisés pour le faire. Et tout âge, c'est pas que les jeunes. Et vous n'avez pas l'impression que si on installe ce vote électronique, on va quelque part enlever le côté solennel du vote et le fait de plus se déplacer, on fait push sur la touche et puis voilà, c'est joué. On joue 5 ans quand même en faisant juste enter. Oui. Voilà. Oui, il y a une relation au vote qui changerait. Mais ce ne serait pas la première fois. Depuis 100 ans, les outils, ils ont évolué. Les femmes, elles votaient pas en 45, vous voyez. Il y a eu l'isoloir, il y a eu... Donc ça évolue. Et la nouvelle génération, elle a besoin d'outils. Mais vous avez raison, il y a un côté solennel. J'entends aussi l'argument de dire, mais si t'es pas prêt à te déplacer pour aller voter, tu mérites pas. Oui, tout ça c'est vrai. Maintenant, on regarde les chiffres. Ils ont la tête dure, les chiffres. Moi, ce que je vois, c'est qu'en 2027, il y aura plus de 50% des jeunes qui votent pas. Et ça ne les intéressera pas. Ils seront en dehors de la démocratie. Pas de vote, pas de démocratie. Et selon vous, pourquoi ça ne va pas aussi vite que ça ? Pourquoi aux prochaines élections, justement, il n'y aurait pas un vote électronique ? Il y a des blocages ? Si je reprends mon exemple de l'Estonie, il y a un consensus politique. Tous les partis étaient d'accord. Il y a eu même des alternances depuis que le vote électronique est en place. Donc, il faut que tout le monde soit d'accord d'abord. Parce que, effectivement, ça peut être source de bidouilles et on peut se demander qu'est-ce qui se passe dans l'urne digitale. Le processus physique, il est parfait. Aujourd'hui, les assesseurs, l'urne transparente, l'isoloir, on a inventé quelque chose qui est un système qui marche bien, en fait. Sauf que on voit bien que les gens se déplacent pas. Donc c'est cassé. Ok, vous avez un système qui s'appelle VoteLab. Très concrètement, c'est votre solution qu'il est possible, j'imagine, de télécharger. Où on en est aujourd'hui ? Est-ce qu'elle est opérationnelle et est-ce qu'elle fonctionne dans certaines villes de France ? Donc oui, elle est née il y a à peu près 1 an. L'application, elle a 15 000 utilisateurs. On l'a déjà testée en grandeur nature dans une commune à côté de Bordeaux, où on a fait voter les 10 000 personnes de la commune. Il y a eu plus de participants à ce vote qui était une consultation de la part de Madame le maire. Il y a eu plus de participants qu'au régional, qui avait eu lieu juste avant. Il y a eu un accompagnement, à tout âge on a pu voter, on a mis des QR codes dans les boîtes aux lettres, bref. On a organisé un processus qui a fonctionné. Donc là aujourd'hui on a 15 000 utilisateurs. Chez Civic Power, on a aussi une application qui s'appelle Nos Lois. Nos lois, ça permet à n'importe quel citoyen de regarder les textes qui passent actuellement à l'Assemblée nationale et de donner un commentaire pour leurs députés ou leurs sénateurs au travers de l'application. Là, il y a 300 000 utilisateurs. Oui, il y a quand même un intérêt. Si on parle de l'application Élise, par exemple, on travaille avec l'équipe Élise, là on parle de 4 millions de téléchargements qui ont eu lieu en 1 semaine début janvier. Donc il y a une application, donc il y a peut-être des choses à faire pour la prochaine élection. Et je pense que les 4 millions qu'ont Élise, ils sont aussi dans nos dans nos 40% qui ne votent pas là. C'est les mêmes. Ce que je veux vous dire par là, c'est que l'outil, ça fait pas tout, mais on voit qu'il y a une partie de la population qui a envie de s'engager,
mais qu'il ne le fait pas au travers du vote physique, ça c'est indéniable. Donc Civic Power, c'est une association qu'on peut rejoindre On peut rejoindre l'association, on peut télécharger l'application sur les stores. On a, donc, comme je vous disais, une communauté assez engagée. J'ai une petite question pour vous. Est-ce que vous savez combien... Rapidement, parce que le temps tourne. Reconquête dit « Je suis le premier parti politique, j'ai 120 000 inscrits en quelques semaines ». Est-ce que vous savez combien il y a de Français à jour de leur cotisation de la Fédération française de kayak ? 340 000. Ce que je veux dire par là, c'est que les partis politiques, en réalité, représentent peu. Engagez-vous les citoyens, c'est pas très compliqué. Engagez-vous, allez voter, je crois que c'est ce qu'il faut retenir de tout ce message, que ce soit le sondage, le big data et pas d'abstention, allez-y, le destin est entre vos mains. Chers auditeurs, le numérique pour tous, c'est fini pour aujourd'hui. Tout de suite, je vous laisse en compagnie de Christophe Gicquel dans La France à découvrir. Quant à moi, je vous souhaite une belle fin de week-end, prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine. Avec Orange, partenaire de la transformation numérique des commerces, entreprises et collectivités. Orange.